Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sébastien Marot du 5 de pique. Pour rappeler brièvement l'émission, donc je reçois un ou une invitée. On échange pendant 30-35 minutes et puis l'idée c'est de découvrir un peu la personne que j'ai en face de moi et puis promouvoir aussi ce qu'il ou elle fait dans sa vie tous les jours. Je te laisse te présenter, Sébastien. Salut Clément, bonjour tout le monde. Sébastien Marot, je suis moléonais, j'ai 54 ans et je tiens la boutique 5 de pique qui a ouvert à la fin du mois d'août 2024, donc il y a quelques mois. Ok, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On y va, c'est parti, on commence l'émission ? Quand tu veux. Allez, c'est parti, jingle. Alors, première question, j'aime bien commencer par une question qui touche un peu l'enfance et la jeunesse parce que ça permet de poser un certain cadre et puis de mieux comprendre les choses par la suite. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, ton adolescence, là où tu as grandi, tes études, tes occupations, ce que tu faisais quand tu avais 13, 14, 15 ans ? Ok, mais il faut que ça tienne en moins de 35 minutes. Oui, ok. Oui, brièvement. Alors, je suis né à Mauléon et je suis né en 1971 et il y avait encore une maternité à Mauléon. Okay. Il y a eu quelques autres naissances après moi, je crois que ça a duré jusqu'en 1972, mais je suis dans les dernières personnes nées à Mauléon. J'ai grandi à Mauléon, j'ai été ici dans les locaux du CSC, j'ai fait toute ma maternelle, c'était l'école de la Trinité. Et j'ai grandi dans le quartier de Saint-Jouin. Et c'était très chouette parce que c'était un quartier où il y avait peu de circulation de voitures. Alors globalement, dans les années 70, il y avait beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. C'est ça. Alors là, je fais un peu le dinosaure, mais c'est vrai que du coup, on a vécu une enfance et puis une préadolescence avec les copains du quartier de Saint-Jouin qui étaient pleines de liberté. On passait nos mercredis... on partait le matin à 9h30, nos parents nous voyaient vite fait le midi pour manger et on repartait tout l'après-midi, ils ne savaient pas où on était, on n'avait pas de téléphone évidemment. Et on était dans les champs à faire des cabanes à droite à gauche autour de Saint-Jouin. Et je garde un souvenir vraiment très chouette de cette période. Évidemment, on a plein de souvenirs de l'enfance avec toute l'insouciance et tout ça. Mais c'est vrai que moi, tout ce moment-là avec les copains en étant totalement libre, enfin, j'ai vraiment ce souvenir-là de liberté, c'était vraiment extra. Au niveau de l'école, j'ai donc fait la maternelle ici. Ensuite, j'ai fait une année à Saint-Jouin. Puis après, je suis allé à Bourneau, école Saint-Joseph aujourd'hui. Et puis ensuite, le collège Sainte-Anne. Alors le collège, c'était aussi très chouette. On a fait plein de bêtises, mais on a aussi grandi et appris des choses pour s'armer et affronter, pouvoir rentrer au lycée ensuite. J'ai fait mon lycée à Bressuire. Et puis après le lycée, alors j'ai mis un peu de temps au lycée, j'ai fait 5 ans. C'est pas terrible pour 3 ans, mais c'était sympa, ça me plaisait bien le lycée, donc j'ai passé beaucoup de temps à jouer au tarot, c'est peut-être pour ça, et au baby-foot. Et puis après, je suis parti étudier sur Angers. Ok, très bien. Et pendant cette jeunesse que tu nous as expliquée, est-ce que tu faisais du sport ou est-ce que tu faisais partie d'une autre association du territoire ? Alors oui, j'ai fait un peu de foot quand j'étais enfant. Après, j'ai touché un petit peu la raquette de tennis, mais j'étais pas bon. Et voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis à ce moment-là, au début des années 80, il y a eu la naissance du club de handball à Mauléon, avec Claude Brémaud. Qui avait lancé ce club-là, et j'ai mon copain Gabo de Saint-Jouin qui m'avait dit tiens, viens, il y a un nouveau club qui vient de s'ouvrir, on fait du handball, viens essayer. Et ça, j'ai dû commencer le hand en 1984 ou 85, 85, et j'ai arrêté de jouer il y a 3-4 ans. Donc j'ai beaucoup fait de handball. On va pas trop en dire parce que c'est le sujet de mes prochaines questions justement.
Donc, en parallèle de ça, j'en ai pas parlé dans l'enfance, mais il y a eu la mobilette parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en scooter ou en 50 ou à pied ou en trottinette, etc. Nous, on avait tous des mobilettes, des meules, des 103 ou des 51 Black. On a passé des moments extra aussi en mobilette. la belle époque. Bon, en tout cas, toutes les époques sont belles. Moi, je veux pas défendre, dire c'était mieux avant. Nous, on en a bien profité à cette période-là, mais j'espère que les ados d'aujourd'hui en profitent aussi. Ok, très bien. Et donc, tu nous as parlé donc, du club de hand qui a été créé au début des années 80, que tu as rejoint un peu plus de 10 ans, une dizaine d'années, Ouais, grosso modo. Ouais, alors je devais avoir 14 ans quand j'ai commencé. Ok, et donc pourquoi le hand ? Pourquoi le hand ? Eh bien, en fait, là, à ce moment-là, c'est vraiment juste parce que Gabo, enfin, un copain m'a invité. Je m'y retrouvais pas trop au foot et parce qu'au foot, on avait un peu l'habitude de faire jouer les très forts et pas forcément valoriser ceux qui s'entraînaient beaucoup. Moi, j'étais pas très très bon, mais je m'entraînais tout le temps du coup, je jouais pas forcément, enfin ou pas longtemps et voilà, je me suis un peu lassé de ça. Et puis, du coup, je suis arrivé dans le handball. Ça m'a plu tout de suite et j'ai bien aimé l'esprit d'équipe, le fait de... j'étais plus habile avec les mains qu'avec les pieds. J'ai tout de suite bien kiffé la pratique du hand. À ce moment-là, l'équipe de France était un petit peu dans les fins fonds du classement mondial. Donc, c'est pas ça qui m'a attiré, mais c'était vraiment le sport en lui-même. Et puis du coup, j'ai grandi avec et puis j'ai suivi avec beaucoup de plaisir l'évolution du handball français à ce moment-là, dans le début des années 90, qui a été phénoménal pour être ensuite un sport dominant, une nation dominante dans le handball depuis les années 2000. Ok, parfait. Donc tout au long de cette carrière sportive, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais raté il y a quelques années. Donc tu en as fait pas mal d'années quand même. Ouais, j'ai pas trop compté, mais j'ai beaucoup joué et puis j'ai aussi été assez actif dans le club. Et donc voilà, c'est le sujet de ma prochaine question. Comment est-ce que, donc justement tout au long de cette carrière sportive, comment est-ce que tu t'es investi dans le club ? Est-ce que tu es simplement resté joueur entre guillemets ou est-ce que tu as fait partie du bureau ou est-ce que tu as coaché par la suite ? Comment est-ce que... Alors j'ai fait un peu tout. Je pense que, en tout cas, j'ai pas été. Non, je peux pas dire j'ai fait un peu tout parce que j'ai pas été trésorier ou j'ai pas été secrétaire. Mais j'ai coaché très vite. Je me souviens que je crois bien que ça faisait 2 ans que je pratiquais le handball et j'entraînais les filles qui avaient mon âge. Et qui étaient en cadette. Moi j'étais cadet et j'entraînais les cadettes et c'était chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis tout de suite investi dans la façon d'entraîner. J'ai pris beaucoup de plaisir, donc dès ce moment-là j'ai entraîné ensuite des équipes de jeunes tout le temps et puis j'ai à la suite de Patrice Chessé, qui était notre entraîneur emblématique à ce moment-là, et bien quand il a décidé de prendre du recul, j'ai pris l'équipe senior. Je vais avoir 21 ans. Je sais plus, il faudrait que je compte, mais ça devait être peut-être même pas, à peine 20 ans. Ça devait être en 90, 91, je sais plus exactement. J'avais un temps, j'étais entraîneur-joueur de l'équipe senior. J'étais presque le plus jeune de l'équipe, mais ça s'est toujours bien passé avec les gars, avec tout le monde. Et j'ai suivi plein de formations pour être entraîneur de handball et ça, j'ai adoré. Le handball, c'est un sport où, alors un peu tous les sports d'ailleurs, on peut y mettre plein de réflexions et j'ai adoré essayer d'explorer toutes les possibilités qu'il y avait dans le handball. Réfléchir comment on défend, comment on attaque, comment on joue sur tout le terrain, comment on peut progresser, qu'est-ce qui nous va pas, qu'est-ce que j'ai adoré réfléchir à tout ça. Okay. Et puis je l'ai fait presque tout le temps. Je suis allé entraîner pendant 2 ans à Courlay, j'étais entraîneur-joueur à Courlay. Et puis à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'entraîner ou de coacher, je l'ai fait. Et je pense que aujourd'hui, ça fait, le coaching, ça fait partie des choses qui me manquent un peu dans la vie. J'ai plus le temps de le faire. Je suis content d'aller voir une de mes filles qui fait du handball. Je suis content d'aller la voir jouer.
mais à chaque fois, j'aurais trop envie d'être sur le banc pour pouvoir coacher. Ok. Donc ouais, c'est ce qui t'a motive aussi avec le hand, c'est ce côté collectif et esprit d'équipe. Exactement. Que tu retrouves aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur finalement. Ouais. Et puis du coup, j'ai également été président du club à plusieurs reprises. Enfin, en tout cas, 2 fois des périodes assez longues. Je ne sais pas si c'est long, mais en tout cas, voilà, je me sentais bien dans ce club et j'ai toujours un attachement particulier avec le club de hand de Mauléon. Je leur fais un clin d'œil à tous et à toutes qui jouent aujourd'hui ou qui font partie de ce club. Ok, très bien. Et donc justement, maintenant que tu ne fais plus partie de ce club, que tu as pris ta retraite sportive, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette période justement ? Il peut y en avoir plusieurs. Alors, j'ai alors, plein de souvenirs, évidemment. S'il y en a un ou deux les plus marquants, Ouais. que ce soit de manière positive ou négative d'ailleurs. Alors, j'ai souvenir sportif. J'ai le souvenir de l'année 92, je crois, où on finit champion en départemental, on accède au niveau régional et on fait la finale de la Coupe des Deux-Sèvres. La finale de la Coupe des Deux-Sèvres, on jouait en finale contre Celles-sur-Belle qui évoluait 2 ou 3 divisions au-dessus de nous. On s'est pris une petite tôle, on partait avec 6 buts d'avance ou 8 buts d'avance. On partait avec 8 buts d'avance, ils nous ont mis 9-0 d'entrée. Donc notre avance a compté à rien. Mais on s'était éclaté. Il y avait un bus entier de Mauléon qui était venu avec des supporters qui avaient été géniaux pendant tout le match. On avait mis beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup d'ambiance dans les tribunes grâce aux Mauléonais. Et je me souviens, c'était la première fois on faisait l'entrée des joueurs en ligne avec notre nom appelé au micro. Et j'en garde un souvenir génial. Et c'était vraiment une saison incroyable. Et puis autrement... j'ai un souvenir un peu ému parce que donc j'ai dit que le club avait été lancé par Claude Brémaud. Claude qui est décédé beaucoup trop jeune. Je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, voilà. Et du coup, à ce moment-là, j'étais plus moi dans le club, mais il y a eu la volonté de faire un tournoi Claude Brémaud. Et ça, c'était une chouette initiative parce que vraiment, le handball à Mauléon, il lui doit beaucoup. Et c'était chouette de pouvoir lui rendre hommage de cette façon-là. Ok. Et donc, tu as parlé de la finale de la Coupe des Deux-Sèvres. Est-ce que tu as gagné d'autres trophées avec ton équipe en tant que joueur, en tant que coach ? Alors, avec Mauléon, on a fait 2 finales, on a perdu les 2. Par contre, j'ai dit que j'avais fait deux saisons entraîneur-joueur à Courlay. Et cette année-là, sur ces 2 saisons, on a gagné le Challenge 79, qui est la petite Coupe des Deux-Sèvres. Mais en tout cas, ça m'a permis de gagner une finale. C'était la seule fois. Et puis autrement, on a gagné des titres de champion dans différentes catégories. Faut savoir que le club, quand j'étais à Courlay, le club avait été mis en sommeil pendant 1 an à Mauléon. Et je suis revenu encore avec Gabo qui est venu me chercher. Et puis Alain Gouin, à tous les 3, on avait remonté le club. C'était au tout début des années 2000, je crois que c'était en 2000. Et du coup, on est reparti au plus bas niveau. On était champion la première année, on est monté, champion la deuxième année, on est monté encore. Et puis après, on s'est calmé un peu, mais voilà, on a gagné des titres de champion, mais des finales très peu. Ok. Puisqu'on parle de hand, on va évidemment parler de notre équipe nationale. Les Bleus qui ont joué leur quart de finale contre l'Égypte hier soir, qui ont gagné d'un tout petit but. C'était très très serré. Quel regard toi tu portes sur le handball français et mondial de manière générale, mais plus particulièrement le handball français quand même, sur ce mondial et puis sur l'après-JO surtout. Après cette désillusion quand même, on va pas se mentir, au JO. Oui, une vraie désillusion. Ouais. Alors c'est dommage d'avoir mis l'équipe de France aussi haut dans la hiérarchie mondiale pour se craquer autant que ça à domicile sur les JO à Paris. Et
J'ai beaucoup d'amertume par rapport à ce qui s'est passé parce que on a tout mis sur le dos de Dikamem, alors que Dikamem c'est un joueur incroyable et il nous l'a encore montré hier soir dans le quart de finale contre l'Égypte. C'est un joueur, sans lui on n'aurait pas été en possibilité de gagner le quart de finale contre les Allemands au JO, parce qu'il nous avait beaucoup porté pendant tout le match. Et moi, ça n'engage que moi, mais je pense que malheureusement, et après tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, c'est le fait d'avoir emmené Nicolas Karabatic au JO qui nous a fait perdre, parce que du coup on s'est passé de jeunes joueurs qui étaient plus talentueux que lui à ce moment-là. Alors ok, moi je suis pas dans l'équipe de France, je sais pas ce que Nicolas pouvait encore apporter. Et grand respect, c'est sans doute le plus grand joueur de handball de tous les temps, même si moi j'ai une petite préférence pour Jackson, mais Nicolas Karabatic, c'est incroyable le palmarès qu'il a et tout ce qu'il a apporté au handball français et qu'il va continuer à apporter sans être joueur. Je pense qu'il va continuer à apporter pour le handball français, mais je crois que si on n'avait pas emmené Nicolas Karabatic au JO, on aurait joué autrement. On aurait peut-être été meilleur, je sais pas. Et moi j'ai l'impression que Guillaume Gilles, il coache mieux aujourd'hui sur le championnat du monde qui coachait pendant les JO. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça n'enlève rien à tout le travail qui a été fait depuis des années pour le handball français dans les clubs départementaux, régionaux, nationaux, et la valeur de cette équipe de France qui nous a tellement fait rêver, tellement fait vivre des émotions incroyables sur tous les terrains, sur tous les championnats qu'ils ont pu gagner, toutes les coupes qu'ils ont pu gagner. Et là, en 4 mois, se relever de cet échec incroyable qu'on a eu au JO, se relever aussi vite, ça nécessite d'avoir vraiment une capacité à se relever, mais une capacité d'autocritique. Parce que je pense que si Guillaume Gilles aujourd'hui il coach comme il coach, c'est vraiment parce qu'il a fait son autocritique. Et puis si le jeu de handball au JO, j'avais l'impression qu'on jouait en marchant. Et là, sur le début du mondial, on n'en est qu'au quart de finale, on va voir. Si ça se trouve, demain, on va perdre contre les Croates. Et je ne sais pas trop. Mais je crois vraiment qu'on est revenu à un niveau pas très loin des Danois. Et on est sans doute la deuxième nation derrière les Danois qui aujourd'hui sont devant nous. Mais on a de bon espoir de pouvoir rejouer pour gagner des titres. Et je pense que dimanche, on pourra avoir un France-Danemark. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Parfait, ça serait la belle affiche, hein. France-Danemark. Exactement. Si on revient, on va rapidement finir sur le hand. Si on revient sur le mondial... Faut pas me faire parler de handball. je peux t'en parler pendant des heures. Hein. C'est pas grave, c'est très bien. Donc la demi-finale est demain soir contre les Croates. Oui. Croates, pays hôte de ce mondial. Ouais, alors c'est organisé en 3 pays. 3 pays. Donc on va jouer la demi-finale en Croatie contre les Croates et la finale sera en Scandinavie. Je sais plus si elle est en Suède ou au Danemark ou je sais pas. D'accord. Contre sans doute au Danemark. Donc, ok. On s'attend à 2 combats là. On s'attend à tout. Et avec des salles qui vont être contre nous. Pour finir rapidement, comment la demi-finale de demain, comment est-ce que tu la vois, comment est-ce que tu l'envisages ? En fait, dans ces contextes-là, ce qu'il faut éviter, c'est de laisser les Croates prendre la chaleur et puis être poussés par le public. Je me souviens de la finale de 2007, je sais plus trop. On avait déjà fait un mondial en Croatie. Karabatic était tout jeune et l'équipe de France avait fait un match incroyable. Et à 10 minutes de la fin, la salle était éteinte parce qu'ils avaient baissé les armes. Alors ils avaient encore essayé mais on était plus fort qu'eux. Et là aujourd'hui, je pense c'est sûr, on est plus fort qu'eux. Mais il faut pas les laisser espérer gagner, quoi. Se méfier de l'eau qui dort. C'est ça. Comme on dit. Exactement. Parfait, on va faire une petite pause musicale après avoir parlé de hand, puis on embrayera après par la suite, on évoquera notamment le nouveau projet du 5 de pique qui est ouvert il y a quelques mois, mais on en reparle juste après Caravan Palace Miracle.
see the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected all. On vient de s'écouter donc Miracle de Caravan Palace. On va reprendre l'interview. Donc on a parlé jusqu'ici de hand, de ton implication dans le club de Mauléon. On a également parlé de notre équipe nationale et du mondial et de l'après-JO. On va maintenant évoquer ta vie professionnelle. Parce qu'il me semble que tu as eu plusieurs métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents métiers que tu as exercés jusque-là ? Ah oui, pas de problème. Quand j'étais étudiant, j'avais pour projet professionnel de devenir prof. Prof de maths au début, finalement les maths c'était un peu trop dur. Du coup, après, j'ai fait une fac de géo et je voulais être prof d'histoire géo, mais j'aimais surtout la géo, un peu moins l'histoire. J'ai loupé le CAPES. Du coup, j'ai quand même pu enseigner un petit peu en tant que remplaçant et puis dans un lycée professionnel pendant une année, avec un mi-temps où je faisais un petit peu d'heures de surveillance et puis j'avais quelques heures de prof. Après ça, j'ai essayé de m'armer un petit peu dans la communication et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la ville de Mauléon au moment où il y a eu un poste de chargé de com qui avait été créé, c'était en 2002, avec Pierre-Yves Marolleau qui à ce moment-là était... C'était Daniel Amiot qui était maire et Pierre-Yves Marolleau qui était adjoint chargé de la communication, et du coup il y avait un poste qui s'ouvrait à ce moment-là. J'ai postulé, j'ai été pris et du coup j'ai grandi dans la communication avec la mairie de Mauléon. Ensuite j'ai été chargé de com à Delta Sèvres-Argent, la communauté de communes qui était sur le territoire avant l'Aglo 2B. Avant, oui. Et puis en 2013 avec Stéphane Brossard, un copain d'enfance avec qui j'ai joué au handball quand on était plus jeune. On a créé l'agence 71, agence de communication qui s'est installée ici à Mauléon, à proximité du centre socioculturel. Oui. À propos de l'agence 71, comment t'es venue cette idée ? Donc tu bossais déjà dans la communication, comme tu nous l'as dit, mais est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à toi, ou est-ce que tu avais cette volonté de créer ton agence ? Comment c'est venu, cette idée-là l'impulsion, elle est vraiment venue de Steph. En fait, à ce moment-là, on travaillait ensemble. Moi j'étais à Delta Sèvres-Argent comme agent, et on avait fait une refonte des outils de communication de la collectivité. On avait été accompagné d'une agence de communication. C'était une agence Scholtez dans laquelle Stéphane était directeur. Et du coup, ça nous avait rapprochés sur plein de sujets de communication. Et l'agence dans laquelle Stéphane était directeur a eu des soucis. Du coup, Stéphane a eu comme projet de monter lui sa propre agence. Et puis très vite il s'est rendu compte que ça l'ennuyait un peu de le faire tout seul, et du coup il m'en a parlé, voilà, on s'est lancé. Alors moi ça me faisait un petit peu peur, mais comme Stéphane avait déjà l'expérience de la vie d'une agence, il avait un réseau déjà bien assez solide pour pouvoir lancer cette agence à Mauléon. Et voilà, c'était très chouette. Je pense que avec Steph, on est très différents, mais on était aussi très complémentaires. J'ai passé une douzaine d'années dans l'agence 71. J'en garde plein de très bons souvenirs. Et je pense que Steph aussi. Et puis Steph, il continue, lui, à être dans l'agence 71. Et l'agence continue à grandir et à être une des agences importantes sur le territoire, notamment sur le bocage Bressuire, mais bien au-delà, sur le Choletais également. Et avec un rayonnement quasi régional, quoi. Ok. Et donc,
à qui est-ce que vous vous adressiez dans cette communication-là? Est-ce que c'était plutôt à destination des entreprises, des collectivités? À qui est-ce que c'était? Alors les clients de l'agence, et en général des agences de communication, la grosse partie c'est les entreprises, parce que pour avoir un budget de communication, les associations souvent elles ont pas les moyens de faire appel à un prestataire externe, donc c'est plutôt des entreprises. Et à l'agence 71, il y a une clientèle qui est très, très diverse, avec un peu tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans le bâtiment, vraiment dans énormément de domaines, et y compris il y a des clients en collectivité, donc des mairies, des comités de communes, des comités d'agglo, des offices de tourisme qui sont des clients de l'agence 71. Et donc tu nous as dit que tu avais créé cette agence en 2013 avec Stéphane Brossard, et tu es parti en 2024, c'est ça? Exactement. Et donc maintenant que tu n'es plus dans cette agence, quel bilan est-ce que tu fais, quel regard, quel recul est-ce que tu as sur cette période-là? Sur ce que ça t'a apporté professionnellement, personnellement, et sur quel bilan est-ce que tu fais de ces années-là? Alors je fais un bilan qui est un mélange entre de la fierté, parce que créer une agence de communication à Mauléon, c'était pas gagné, et on l'a fait. L'agence elle a bien grandi. Aujourd'hui c'est une équipe de 14 personnes, donc c'est pas une toute petite, c'est pas une micro-entreprise, c'est vraiment une équipe solide, et qui continue à grandir. Donc il y a cette fierté là, il y a la satisfaction d'avoir pu apporter de l'eau au moulin, et puis être complémentaire de Stéphane, lui plutôt dans l'expertise, moi sur le terrain. Et puis ça m'a permis de grandir dans la relation client, là où c'était quelque chose sur lequel j'étais pas du tout prêt auparavant, parce qu'en collectivité on n'a pas ce volet-là. Et là j'ai grandi sur ce côté-là. Je pense que j'ai toujours été ouvert à la discussion, à rencontrer des personnes, à discuter. J'ai toujours eu ce côté relationnel, mais la relation commerciale elle est quand même différente. Et alors parce que dans la relation client il y a faire suivre les dossiers, mais il y a aussi faire des devis, parler de budget, et ça c'est pas si évident que ça. En tout cas ça ne l'était pas pour moi, et je pense que j'ai grandi sur ce côté-là, et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir avoir mon entreprise seule. On était associés avec Stéphane dans l'agence 71, c'était bien mon entreprise, mais c'était surtout notre entreprise. Aujourd'hui, 5 de Pique, c'est mon entreprise, et je me sens à l'aise avec la relation client grâce à l'agence 71. Puisque tu parles du 5 de Pique, donc en 2024, tu quittes l'agence 71 pour te lancer dans un nouveau projet totalement différent. Tu décides de monter ton magasin de jeux de société, donc le 5 de Pique à Mauléon. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots peut-être ce que c'est exactement le but de ce magasin, ce que tu proposes? Alors, donc 5 de Pique, c'est en premier lieu une boutique de jeux de société. Donc c'est donc un commerce dans lequel on trouve des jeux de société qui sont des jeux de société avec beaucoup de nouveautés. J'évite et globalement il n'y a pas trop la clientèle pour ça, mais
On évite les jeux traditionnels qu'on trouve en grande surface ou notamment Noël. Enfin voilà, on est vraiment sur des jeux plutôt récents. Et puis donc ça c'est la partie boutique. Je développe aussi en parallèle parce qu'une boutique de jeux de société à Mauléon a besoin aussi de se développer pour pouvoir être viable. Je développe des prestations à l'extérieur, que ce soit en milieu scolaire, en milieu d'entreprise et également vers les seniors. Pour l'instant, vers les seniors, j'ai pas fait grand chose. Et puis globalement sur les prestations externes, j'ai pas fait grand chose. Ça fait quelques mois. L'objectif il était d'être que la boutique elle soit vraiment prête pour la période de Noël et c'était une période très intense au mois de décembre, mais très chouette. Et donc là, je vais commencer des prestations en milieu scolaire avec quelques écoles. Et puis je vais ensuite pouvoir en démarcher d'autres. J'ai fait quelques sessions de team building avec des entreprises locales. Je vais aussi pouvoir faire évoluer ce type de prestation. Et puis quand ça sera bien abordé, eh bien j'irai effectivement vers les EHPAD et associations de retraités notamment pour leur proposer mes services et leur faire découvrir des nouveaux jeux. Ok. Et donc la prochaine question, comment t'es venue cette idée ? Parce que très clairement, partir de la communication pour ouvrir une boutique de jeux, c'est pas commun comme chemin. Et donc comment toi t'es venue cette idée et surtout d'où vient cette passion pour les jeux ? Alors, l'idée, elle vient justement de la passion, évidemment. Maintenant, pendant longtemps, je me disais, quand je serai à la retraite, eh bien, je ferai un truc, une association de joueurs ou un truc comme ça. Je me voyais pas forcément en faire une activité professionnelle. Et puis depuis une dizaine d'années, le marché du jeu de société, c'est un marché vraiment en progression. Et depuis le Covid, encore plus. Et du coup, depuis le Covid, je me suis nourri énormément de plein de choses sur le marché des jeux de société. J'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, beaucoup regardé, beaucoup joué. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, le jeu de société avait une place différente de celle qu'il avait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, dans les maisons, eh bien, c'était uniquement les consoles vidéo et puis peut-être quelques jeux de cartes, mais en tout cas, il y avait très peu de jeux de société. Aujourd'hui, le jeu de société a vraiment repris une place importante dans la vie des groupes, dans la vie des familles. Et c'est très bien, parce que c'est vraiment un outil qui nous permet de passer évidemment des bons moments, mais qui permet de vivre des choses vraiment géniales, de faire grandir des enfants, de vivre des émotions, enfin, c'est vraiment très chouette. Quand on est autour d'une table à jouer à un jeu de société, on n'est pas chacun sur son écran et du coup on est ensemble, quoi. C'est ça. Un petit mot sur le Flip tous les ans, donc c'est le festival du jeu à Parthenay. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est et puis si tu as l'occasion d'en faire partie ou de... Alors, en fait, j'en ai fait partie en tant qu'animateur. Je ne suis pas prêt d'en refaire partie en tant que professionnel parce que les places sont déjà bien prises pour les boutiques. En tout cas, le Flip, c'est le plus... Alors, en fait, en France, il y a 4 festivals qui sont importants. Il y a celui de Cannes qui est le plus grand, le majeur, qui aura lieu au mois de février, au cours duquel il y a la cérémonie de l'As d'Or. C'est la cérémonie qui permet de désigner quels sont les meilleurs jeux de l'année en France. Et puis il y a le festival L'Alchimie du jeu à Toulouse, qui est un gros festival. Il y a Vichy en septembre, et puis il y a le Flip. Le Flip, c'est le seul festival qui se tient sur 15 jours. C'est le seul festival en Europe qui est aussi long que ça. Du coup, au cumul du nombre de personnes qui viennent sur le festival, sur le Flip, c'est le plus gros festival en termes d'affluence parce qu'il y a sur 15 jours cumulés, les autres ne peuvent pas rivaliser. Après, le festival d'Essen est plus gros
Le festival de Cannes est plus gros, ils sont plus importants, mais au nombre de festivaliers, eh bien, le flip, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et c'est très chouette. Il y a plein de personnes qui viennent plusieurs jours sur Parthenay l'été. On va un peu couper court sur ce sujet parce qu'on commence à être chaud au niveau du temps. On va finir l'émission avec tes coups de cœur de 2024. Ok. Habituellement, il y en a 3. Là, tu m'en as donné 4. Ça me va. Mais c'est très bien. Le premier, c'est le roman de Gaël Faye, Jacaranda. Ouais. Est-ce que c'est son deuxième roman. J'avais déjà beaucoup aimé Le Petit Pays qu'il avait édité, qui avait obtenu le Goncourt des lycéens, je crois. Et là, Jacaranda, c'est un roman. Alors, j'adore l'écriture de Gaël Faye, que ce soit dans ses chansons ou dans ses livres, mais Jacaranda, le premier parlait déjà du génocide rwandais en 94. L'actualité des derniers jours nous montre que malheureusement c'est une zone du monde où c'est difficile d'avoir l'accalmie, que les Hutus et les Tutsis n'ont pas réglé toutes leurs histoires. Et quand on lit Jacaranda, on se rend compte de ça, et c'est tellement bien écrit, c'est douloureux. Parce qu'il parle de son histoire, même si c'est un roman, mais c'est vraiment quelque chose, une lecture que je recommande à tout le monde. Le roman n'est pas très très long, il est très bien écrit, c'est vraiment très chouette. Moi, c'est mon coup de cœur de littérature de 2024, mais je sais pas si j'ai lu un livre comme ça avant. Ok. Ton deuxième coup de cœur, évidemment. C'était compliqué de faire un coup de cœur sans évoquer un jeu. C'est Harmony, donc de Johan Benvenuto. C'est ça. Je m'excuse pour la prononciation. Non, c'est ça. Harmonize, qui est édité par Libellud, une société de Poitiers, donc c'est presque des voisins. Et il a été, parce que les nominations pour l'As d'Or, j'en ai parlé tout à l'heure, qui auront lieu à Cannes. Donc le jeu, il est sorti au printemps, et hier il y avait les nominations pour les l'As d'Or, et il est dans les trois jeux qui sont en course pour avoir l'As d'Or initié. Moi, j'en avais fait mon chouchou dès sa sortie. J'en ai déjà parlé sur les ondes de Codine, la radio. Et c'est cool. Il est encore en course, et j'espère qu'il l'aura. Un jeu à retrouver au 5 de pique. Exactement. Évidemment. Ton troisième coup de cœur, c'était le film de Gilles Lelouch, un des cartons de l'année 2024, L'amour ouf. Ouais, alors il y a eu plein de bons films en 2024, hein, et là aussi on a eu ce matin les nominations pour les Césars. Alors Monte Cristo, on a plus. Monte Cristo, c'est génial, mais L'amour ouf, l'image, la lumière, la musique, les acteurs, la réalisation, tout est incroyablement léché. Et l'histoire est tellement belle. Et vraiment, moi j'ai adoré ce film-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, si vous avez l'occasion de le voir en salle, eh bien, n'hésitez pas à y aller. On est d'accord. La musique de ce film-là, c'est génial. On est d'accord. Ton quatrième et dernier coup de cœur, c'était un album, Adrénaline, d'Hervé. Ouais, j'écoute quasiment à 95% que de la musique française, de la chanson française. J'aime bien ce qui est un petit peu rock. J'aime bien plein de choses. J'écoute beaucoup Ben Mazué, j'écoute beaucoup Gaël Faye qui écrit tellement bien. Et j'aime bien Hervé. Il y a des chansons qui sont très chouettes. C'est ma qui est très bien. Et puis il y en a une où il y a un petit clin d'œil avec Cantona. C'est très sympa. J'ai beaucoup écouté cet album en 2024, et c'était sans doute un de mes petits coups de cœur musical. Eh ben, on écoutera un extrait de Adrénaline, une chanson de l'album d'Hervé. Avant ça, donc on va clôturer l'émission. Un grand merci, Sébastien, d'être venu et d'avoir répondu présent. Merci à toi, Clément. C'était très intéressant, on a appris plein de choses. On aurait aimé en apprendre davantage, mais malheureusement, le temps nous contraint à en rester là. Je remercie également Brian qui m'a accompagné sur cette émission à la technique. Un grand merci à toi, c'est toujours au top. Et puis un
Un merci également aux centres sociaux du Pays Mauléonais qui nous accompagnent dans ce projet de radio, et puis particulièrement Florian, bien évidemment, il se reconnaîtra, qui nous accompagne donc sur ce projet, qui nous permet d'avoir accès à la salle et puis au matériel, bien évidemment, sans lequel ça serait bien compliqué de faire des émissions de radio, et on s'amuse, et c'est le principal. Et donc pour terminer cette émission, on va s'écouter Adrénaline, donc qui fait partie de l'album d'Hervé, Coup de cœur, de Sébastien Marot sur l'année 2024. Un grand merci et on se retrouve très prochainement. Salut. Salut.